Voilà, petite interview de Mathieu Lanfranchi qui malheureusement ne sera pas avec nous en live, mais qui par contre nous a accordé la gentillesse d'être avec nous pour une interview. Mathieu Lanfranchi, voilà, ancien joueur de D1, ancien mais récemment ancien joueur de D1, qui est passé notamment par les clubs du SMV Porte-Normande, de Dijon, ainsi que le club de Cesson en tant que joueur, et qui aujourd'hui se destine sur une carrière d'entraîneur, et on vous détaillera ça un petit peu plus. Mathieu, bonjour. Bonjour à tous. Mathieu, un petit peu peut-être te présenter déjà et nous dire un petit peu qui tu es. Écoutez, comme vous l'avez, moi c'est Mathieu. Je suis actuellement entraîneur adjoint à Frontignan tout handball, côté de Montpellier, en N1 masculine. Je suis adjoint de Benjamin Curabet et je vais devenir adjoint du Nantes Atlantique Handball en première division féminine, adjoint de Guillaume Sorina, club que je vais rejoindre là dans quelques semaines. Très bien. Est-ce que cette carrière d'entraîneur, tu l'avais prévu sur la fin de ta carrière? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement? C'était envie un petit peu de transmettre aussi et de passer un petit peu à ce côté-là d'entraîneur? Alors oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai planifié depuis très longtemps, puisque le premier diplôme que j'ai passé, c'est un diplôme d'entraîneur. Je devais avoir 17 ans, entre Ok. 17 et 18 ans. C'était le BF1 à l'époque. Ouais. C'était un peu pour faire les quotas pour mon club, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais depuis longtemps. J'étais pas spécialement orienté vers le haut niveau en tant que joueur à cet âge-là. Donc c'est quelque chose qui me plaisait. J'entraînais déjà des moins de 13 et des moins de 11 au club de Ok. Verneuil-sur-Avre où j'ai commencé. D'accord. Donc ça fait ouais, mon premier diplôme, je l'ai passé en 2000. Ok. Et donc tu disais que tu n'étais pas forcément destiné au haut niveau. À quel moment s'est fait un petit peu cette transition ou le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé sur ce cap-là? Le vrai déclic, c'est quand je suis revenu d'Espagne. En fait, quand j'étais en Espagne, je suis parti faire une deuxième licence STAPS, une licence entraînement d'ailleurs à Madrid, D'accord. avec le programme Erasmus. Et j'ai eu l'occasion de jouer le championnat universitaire, de jouer contre des équipes de deuxième division, alors que je jouais en National 2 là-bas. Ok. J'ai été approché. Quand je suis revenu, j'ai refait une année à Wassel, mon club à côté de Rouen. Et j'ai eu l'occasion de m'entraîner cette année-là avec le SMV qui était en deuxième division, avec Denis Latou qui était entraîneur et qui D'accord. finalement à la fin, ils m'ont proposé de les rejoindre. Ok, très bien. Donc voilà, un passage qui s'est fait pas forcément prévu. Donc vous voyez bien que c'est un petit peu les sujets qu'on avait abordés aussi à d'autres moments. Effectivement, une carrière, elle n'est pas toujours prévue non plus, même si on fait toujours au mieux. Mais effectivement, je pense qu'il y a aussi des opportunités qui se font. Et pour vous tous qui nous regardez aussi, les jeunes joueurs, je pense que c'est important aussi pour vous de croire aussi en vos rêves et en vos désirs. Aujourd'hui, pourquoi, enfin voilà, t'as signé pour le club du Nantes Atlantic Handball. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi cette direction-là après Frontignan? Écoute, tout simplement parce que, comme tu disais, l'opportunité s'est présentée. Alors tout d'abord, je tiens à remercier le club de Frontignan qui m'a accueilli cette année après qu'on se soit séparé avec le club de Cesson. J'envisageais de rester. Il y a un très beau projet au club Mhm. de Frontignan. Malheureusement, l'évolution des clubs semi-amateurs, semi-professionnels, c'est compliqué. Ouais, Donc, ils n'étaient pas en mesure de me proposer quelque chose de concret au moment où Nantes s'est manifesté ok, par l'intermédiaire de Guillaume Sorina, qui était adjoint, lui, à l'époque, et l'entraîneur principal avait annoncé qu'il ne poursuivrait pas sa mission, qu'il ok, rentrait chez lui au Danemark. Et donc, le club a décidé de mettre Guillaume à la tête de l'équipe première, et Guillaume m'a tout de suite contacté pour devenir son adjoint, puisque, alors déjà, on est amis à la ville depuis longtemps, et on est en formation aussi pour le titre 6 ensemble cette année. d'accord. Donc on avait parlé depuis longtemps de vouloir entraîner ensemble, parce qu'on se retrouve sur beaucoup de choses. Et donc là, c'est l'occasion qui s'est présentée, d'intégrer dans un club qui joue la Coupe d'Europe, de s'intégrer pardon, dans un club qui joue la Coupe d'Europe, qui joue le haut de tableau du championnat, qui a de réelles ambitions. C'est vraiment une belle aventure qu'on va commencer.
Ok, ouais, bah, un super projet à venir. Est-ce que pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est le titre 6? Parce que c'est des choses un petit peu qui ont changé là récemment. Est-ce que pour ceux qui ne sont pas forcément encore au courant, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire en quoi ça consiste? Alors le titre 6, c'est le nouveau diplôme qui a été pris en main par la fédération et qui correspond plus ou moins à l'ancien BE2 ou à l'ancien DES. C'est le diplôme qui est obligatoire pour entraîner en première division, deuxième division et N1 VAP ou Oh, des deux VAP dans le cadre des filles. très bien, ok. Ben, super, merci un petit peu pour cette présentation. Du coup, ben, on va faire le lien un petit peu maintenant avec le sujet du jour qui sera présenté pendant le live, à savoir un petit peu l'utilisation des outils vidéo au service un petit peu ben, de la performance, que ce soit pour le haut niveau, mais aussi chez les plus jeunes, hein, parce qu'on sait très bien que tous ceux qui nous regardent, enfin, voilà, veulent tendre vers le plus haut niveau possible, et ces outils-là qu'on cherche nous aujourd'hui à présenter, à diffuser, voilà, doivent servir à tous et au développement de tous. Comment toi, est-ce qu'en tant que joueur, que ce soit dans ta formation plus jeune et puis plus tard dans la post-formation quand tu as été joueur pro ensuite, comment est-ce qu'un petit peu ces outils-là ont accompagné ta carrière de joueur et t'ont été utiles, en tout cas présentés peut-être? Alors moi, j'ai connu l'évolution et on va dire l'apparition de l'outil vidéo pour le haut niveau, mais très tard en fait, quand je suis arrivé en deuxième division seulement à Vernon, à Mhm. 23 ans. D'accord. Donc je connaissais pas avant et à l'époque on faisait ça encore sur des cassettes, Ouais. des VHS. Donc comme quoi on n'est pas jeune. Donc du coup avant je l'ai très peu utilisé et puis ça se faisait pas trop non plus. Puis sachant que moi j'ai pas fait de pôle espoir ni de centre de formation tout ça, c'était avec un, deux entraînements par semaine au Mhm. début. C'est pas quelque chose auquel on avait recours. Malgré tout après. C'est vrai que quand on découvre cet outil vidéo, surtout quand c'était, on va dire, relativement nouveau, Mhm. c'était pas facile d'accès. On pouvait pas copier les cassettes, les VHS comme on peut aujourd'hui faire sur une clé USB, un Mhm. WeTransfer ou quoi que ce soit. Carrément. Euh, Quand on en avait l'occasion, c'était beaucoup plus du plaisir de regarder des matchs Ouais. que de l'analyse. Souvent, en tant que joueur, on regarde les matchs, on profite, notamment quand on est jeune joueur. Mhm. Quand on devient un peu plus ancien, on commence à analyser les matchs et ce qu'il y a, notamment les adversaires et ce qu'on a fait de bien ou pas bien. Donc moi, je l'ai utilisé vraiment plus tard. Après, sont arrivés les DVD que j'ai regardés en boucle et en boucle. Les quelques VHS que j'avais récupérés aussi à l'époque de la finale du Mondial 2001 ou Ouais. 95 et quelques matchs étrangers comme ça. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup développé dans les 10 dernières années. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à portée de main pour tout le monde. Mhm. Malgré tout, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Ok, très bien. Et du coup, enfin, quels étaient un petit peu les observables sur lesquels on vous centrait un petit peu? Qu'est-ce qu'on a pu vous amener à regarder justement sur les vidéos un petit peu? Qu'est-ce qu'on a pu vous demander un petit peu de centrer dans votre regard? Alors, quand on le regardait individuellement en tant que joueur, on regardait vraiment tout ce qui était spectaculaire, Mhm. tout ce qui était, tout ce j'ai envie de dire, ce qui faisait l'attractivité du handball. Bien sûr. Après, quand on faisait des séances vidéo, collectivement, parce qu'après, individuellement, c'était pas toujours facile, mais collectivement surtout, on regardait beaucoup l'adversaire Mhm. et ce qu'ils étaient capables de proposer et comment nous, on pouvait s'y adapter. Et puis après, c'était surtout quelque chose qu'on utilisait pour régler les détails sur nos phases défensives ou offensives, euh, pour mettre le doigt sur des choses qui allaient pas ou qui allaient aussi, Mhm. et pour continuer à les améliorer, parce qu'on sait très bien que le haut niveau, c'est du détail, et la vidéo, ça aide beaucoup à ça aussi. Ok.
Ouais, très bien. Et je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, effectivement. Et dans quelle proportion ça a cette notion d'adaptabilité finalement par rapport au projet de jeu justement des équipes, que ce soit offensif ou défensif, dans quelle proportion ce qu'on peut voir à la vidéo va nous amener à transformer le projet de jeu pour le week-end à venir, pour le match à venir. Alors, justement, aujourd'hui, avec le fait que la vidéo soit démocratisée, que ça soit très facile d'accès, tout le monde connaît tout le monde. Tout le Mhm. monde sait ce que tout le monde fait. Donc, changer le projet de jeu d'une semaine sur l'autre, c'est très rare. On ne change pas un projet de jeu. Par contre, on change quelques ajustements. Et là, en fonction de qui on a en face, en fonction de ce qu'ils savent faire, de comment ils savent réagir, des fois on cible un joueur ou une joueuse ou une zone à attaquer. Mhm. Euh, et il faut aussi être conscient que c'est pas évident pour un joueur ou une joueuse de changer, de s'adapter, même d'une semaine sur l'autre ou du mercredi au samedi, etc. Donc il ne faut pas non plus perturber tout ce qui a été mis en place depuis le début de saison ou depuis des années des fois. Euh, il y a très peu de joueurs et de joueuses qui sont capables de lire, de changer totalement de plan de jeu ou d'objectif dans le courant d'une semaine. Donc c'est vraiment des détails, des petits trucs, des timings à régler, des placements qu'on cherche à faire évoluer en regardant la vidéo. Ok, donc voilà, enfin, un petit conseil aussi ben, pour vous là, qui êtes peut-être ben, pas forcément dans des clubs de très haut niveau. Effectivement, voilà, vigilance sur ces points-là. Effectivement, l'outil vidéo c'est bien. Maintenant, attention à le faire dans les bonnes conditions, à débattre aussi avec vos joueurs dans la capacité qu'ils ont aussi à emmagasiner un petit peu cet outil-là. Effectivement, il faut être capable aussi, voilà, donc que ce soit digeste pour tout le monde et que ce soit quand même lisible un petit peu aussi ben, dans l'objectif du week-end. Cet outil vidéo, pour terminer, après on passera un petit peu dans ton rôle de futur coach, en tout cas là, de professionnel. Cet outil vidéo en séance, est-ce que tu l'as déjà vu ou utilisé en séance? Et si oui, de quelle façon ou de quelle manière? Alors, je l'ai déjà utilisé en séance. Ce qui est important de dire aussi, c'est que déjà les séances vidéo en elles-mêmes, il ne faut pas que ça soit trop long. Parce que la capacité de concentration d'une personne et d'analyse de l'information qu'on va donner, si on donne trop de trucs, trop d'infos, c'est très dur à digérer et derrière ça se mélange. Surtout si on doit passer sur une séance derrière après. Donc c'est pas forcément utile de donner. On fait ça en attaque, on fait ça en défense, on modifie ci, on modifie ça, pour derrière essayer de tout mettre en place sur une seule séance. Mhm. Donc c'est pour ça que c'est très important en début de saison de mettre en place plus qu'un plan de jeu, des principes de jeu, Mhm. qui soient de l'écartement ou quoi que ce soit. Je prends ça comme exemple. Le pivot est placé là, on va jouer comme ça, etc. Après, l'utilisation en séance, aujourd'hui, c'est plus facile avec les outils numériques qu'on a, les téléphones portables, les tablettes, etc. Tout à fait. J'ai vécu en tant que joueur où on avait des coachs, Yerim Silla et Ragnar Oscarsson, qui filmaient avec un iPad et qui nous faisaient des petites interventions quand il y avait des rotations, qui nous faisaient des petits briefings, des micro-briefings de 15 secondes. Regarde, mets-toi là, fais Mhm. ça comme ça, dans ce timing-là. C'était très intéressant. Et du coup, ça forçait la défense ou l'attaque à s'adapter. Donc, on était en perpétuelle évolution. Je l'ai utilisé moi aussi avec les jeunes du centre de formation à Cesson, Ok. en filmant ne serait-ce qu'avec des téléphones portables. La Bien qualité sûr. d'image maintenant elle est très bonne en utilisant le mode ralenti pour corriger des petits gestes techniques par Super. Ouais. exemple, ou en prenant un plan large sur une situation de jeu sur zone. Pour, bah, pareil, corriger des petits détails tactiques, etc. Donc, une chose est sûre, par contre, c'est que ça demande beaucoup de temps. Ok. Et la connaissance de l'outil vidéo, elle s'acquiert assez vite. Maintenant, le temps de travail, le temps d'analyse, si on veut individualiser le travail avec les joueurs, alors là, je parle de haut niveau, Mhm. hein, quand on a 7, 8 séances semaine et du temps et des joueurs disponibles pour ça,
c'est vrai que ça demande beaucoup, on va dire beaucoup de ressources humaines ou en tout cas beaucoup de temps. Ouais, bien sûr. Et ben donc du coup, effectivement, et c'est bien qu'il en parle sur l'outil vidéo en séance, que ce soit voilà, avec le mode ralenti aussi, on en a déjà pu en parler un petit peu. Enfin voilà, moi je pense que effectivement pour vous aussi qui êtes aussi des fois en club, peut-être dans le milieu amateur, etc. Voilà, je pense que pour vous l'essentiel effectivement, qui y avait peut-être des fois que 2 semaines que 2 séances par semaine, effectivement l'essentiel c'est voilà, de garder quand même la priorité sur le jeu et peut-être se servir de des petits outils comme ça qui vont prendre que quelques secondes d'utilisation pour un effet souvent immédiat et un peu plus direct et qui va vous permettre justement une progression, en tout cas un gain chez vos joueurs et joueuses. Ok, maintenant on va peut-être un petit peu évoquer voilà, ce qui est demain un petit peu pour toi au Nantes Atlantic Handball, un petit peu, comment un petit peu ça s'organise justement et comment peut-être ces outils vidéo aussi s'abordent. Est-ce que vous avez quelqu'un qui va être dédié à ça? Est-ce que c'est aussi toi dans ton rôle d'adjoint qui va être aussi une partie prenante de ces outils-là? Comment est-ce que ça va s'organiser? Alors, au Nantes Atlantic Handball, on n'a pas de personnes dédiées à la vidéo. C'est Guillaume et moi qui ferons le découpage Très bien. et l'analyse vidéo et les séances vidéo aux filles. Donc, moi, j'aime ça, même si ça prend du temps, parce que ça nous permet vraiment de montrer ce sur quoi on insiste, on veut insister. L'avantage quand on a une personne dédiée à ça, c'est de gagner du temps, on peut s'appuyer sur autre chose. Par Mhm. contre, l'inconvénient, pas forcément l'inconvénient, mais l'exigence qu'il y a, c'est qu'on soit tout à fait d'accord sur ce qu'on veut analyser, ce qu'on veut Bien sûr. voir, ce qu'on veut montrer aux filles en déléguant. Donc, ça, comme tout, ça a ses avantages, ses inconvénients. Ça va nous demander beaucoup de temps. Je sais déjà que dans le bus, après les matchs en déplacement, bah, je serai en train de faire du découpage vidéo et puis du montage vidéo. Donc, c'est ouais, c'est quelque chose qui va beaucoup m'occuper l'année prochaine. Bon, super. Et quels seraient un petit peu les freins que tu as pu rencontrer à des moments, que ce soit sur des jeunes en centre de formation ou à Frontignan par exemple, sur l'expérience que tu as eue, quels étaient un petit peu les freins de la part des joueurs, un petit peu sur des fois cette vidéo, comment des fois est-ce qu'ils ont eu du mal à se l'approprier, etc. Alors, sur les jeunes du centre de formation, j'ai envie de dire, c'est facile, puisqu'ils sont centrés pour beaucoup sur des objectifs de devenir professionnels. Le fait que la vidéo soit intégrée, c'est intégré comme un outil de performance, c'est entré dans les mœurs, donc il y a pas de souci. À Frontignan, bah, le premier souci qu'on a pu rencontrer, c'est même pas un souci, c'est une question d'organisation, c'est qu'on n'avait pas de joueurs professionnels, Mhm. donc que des joueurs amateurs. Ça voulait dire les faire venir un petit peu plus tôt, ils sortaient du travail, etc. Donc par rapport à des créneaux de salle, des mises à disposition du matériel, etc. C'était ça. Et du coup, bah, on était obligé de passer vite, de faire on va dire un micro-montage Mhm. pour que présenter le jeu de l'adversaire et notre jeu rapidement pour pouvoir le mettre en place. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait une équipe de joueurs qui connaissaient le handball quand même. Beaucoup étaient passés par des centres de formation, d'autres avaient grandi avec le club aussi et connaissaient le niveau. Mhm. Et donc, ça réagissait, c'était des joueurs intelligents dans l'ensemble. Donc, ça réagissait vite. Donc, c'était un outil euh, pour présenter de manière générale, mais c'était pas quelque chose qu'on utilisait plus profondément. On faisait une séance d'un quart d'heure une fois par semaine sur les 4 entraînements qu'on avait quoi, dans la semaine. Ok. Bon, très bien. J'en profite au passage pour passer un petit bonjour à mon ami Rémi Faugère qui s'en va du côté de la Charente après cette saison aussi à Frontignan. Et puis maintenant, bah, écoute, je vais peut-être te demander voilà, si tu as quelques conseils justement, bah, peut-être pour nos jeunes joueurs qui nous regardent, pour les entraîneurs aussi, qu'ils soient de plus petits ou de plus haut niveau. Voilà, on a un petit peu de toute personne qui nous suit et qui nous regarde, même des entraîneurs étrangers aussi. Enfin, voilà, un petit peu des conseils pour l'utilisation un petit peu de ces outils-là au service de la performance, un petit peu. Voilà. Est-ce que tu aurais tes deux, trois petits secrets à toi? Ah, alors,
Des choses que moi j'ai faites quand j'étais joueur, c'est regarder beaucoup de vidéos, mais surtout en prenant du plaisir. On apprend beaucoup par le mimétisme, comme quand on est enfant. Quand il y a des choses qui nous plaisent, il faut les regarder, il faut essayer de les refaire, mais ça demande beaucoup de travail. Une chose est sûre, c'est qu'on n'arrivera à rien sans travail. Aujourd'hui, pour les jeunes entraîneurs ou ceux qui veulent s'orienter plus tard vers la carrière d'entraîneur, les entraîneurs expérimentés, je ne me permettrai pas de leur donner des conseils. Je suis moi-même un jeune entraîneur. C'est vraiment, quand vous faites de la vidéo, ressortez deux, trois éléments que vous voulez montrer pour une séance et fixez-vous là-dessus. Mais comme quand ça marche dans une séance de handball ou un travail physique, par exemple, Mhm. on ne peut pas tout corriger en même temps, tout corriger à la fois ou faire tout évoluer. Donc se centrer sur ce qu'on veut montrer, sur ce qu'on estime le plus important en fonction du match du week-end, si on a le temps de faire ça chaque match, ou en fonction en début de saison, par exemple, d'un projet de jeu, de principe de jeu, je dirais. Et puis ne pas partir dans tous les sens. J'ai eu tendance, des fois, dans certaines séances vidéo, au début de ma carrière d'entraîneur, à faire des séances qui duraient un peu trop et qui partaient un peu dans tous les sens. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure, on perdait les joueurs. Donc, c'est dur. Il vaut mieux faire plusieurs petites séances que de faire une grosse séance par semaine. Donc, voilà. À utiliser vraiment avec précaution. Et puis, si vous avez l'occasion, l'utiliser aussi individuellement. Voilà, 2, 3, 5, 10 minutes par-ci par-là avec telle joueuse, tel joueur, c'est important parce que ça peut avoir des bénéfices immédiats et ça permet derrière, ne serait-ce qu'en corrigeant ou en montrant quelque chose à un joueur, ça peut faire évoluer ceux d'à côté, comme c'est une dialectique en fait, la relation Mhm. passeur-réceptionneur, comme une dialectique attaque-défense. Si vous voulez faire travailler votre attaque, il faut que votre défense, vous donnez des consignes à votre défense par exemple. C'est un peu la même chose. Donc faire travailler un joueur ou une joueuse, ça peut faire évoluer les joueurs qui sont en face ou les joueurs qui sont à côté. Et c'est très intéressant. Mais il faut au maximum que ça soit précis. Bon, super. Eh ben, merci pour tous ces conseils. On espère que vous aurez plein de questions pour lui, même s'il sera pas en live pour y répondre. Ça évoquera un petit peu des débats et des échanges entre nous. Et peut-être qu'il reviendra une prochaine fois pour répondre un petit peu aux questions que vous lui aurez posées. On espère aussi que, bah, que ces conseils et cet échange vous auront permis un petit peu d'y voir plus clair sur l'utilisation de ces outils-là dont on vous parle. Donc, encore une fois, bah, merci à toi. Et puis, on te souhaite bon courage dans cette nouvelle aventure qui s'offre à toi. Merci En beaucoup. espérant que vous soyez nombreux à venir le soutenir et l'encourager du côté de Nantes. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Je reviendrai avec plaisir si j'ai l'occasion en live. Et puis même s'il y a des questions qui se posent suite au live, je prendrai du temps pour y répondre avec plaisir. Malheureusement, je ne peux pas être là demain. Je cherche à m'installer sur Nantes, du coup. Donc, c'est pas évident. Bon, on te souhaite une bonne installation alors. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt.